Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya bato mingi wana Kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosufrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana ozonyokama. Ils sont là tout sourire pour analyser pour vous l'actualité. Ce sont donc les intervenants du magazine Nice Press, toujours présents sur ce plateau. J'ai à ma droite Freddy Mwamba. Bonjour Freddy. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. J'en profite aussi pour saluer tous les savoirs des confrères qui sont avec moi sur ce plateau. À l'extrême gauche, Joël Cadet Danga de Impact News. Bonjour Joël Cadet. Heureux de vous retrouver chers confrères et de retrouver les téléspectateurs de Nice Press. Et Luc Mikomo Kabongatre, Congo Web. Bonjour Luc Mikomo. Bonjour Adelin. Je rejoins mes voeux à ceux de mes estimés confrères et je salue également nos téléspectateurs. Voilà, je vous le disais, ils sont tous sourires. Le calendrier électoral tant attendu a été finalement publié par Corneille Nangaa, le président de la CENI. Et au terme de ce calendrier, les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales sont fixées au 23 décembre 2018, tandis que le nouveau président sera installé en principe le 9 janvier 2019. Au chapitre des réactions, dans un communiqué publié lundi, l'Envol propose un calendrier alternatif qui prévoit la présidentielle en juillet 2018. L'Envol, c'est le parti de l'opposant Deli Sesanga. Et l'AMP, quant à elle, considère ce calendrier réaliste et elle saisit cette occasion pour demander à ses membres de s'engager résolument dans les préparatifs des élections. Tandis que, réagissant à la publication du calendrier, Félix Tshisekedi, président du RASOP, Limité, se dit hostile à toute idée de voir Joseph Kabila rester au pouvoir jusqu'en 2018. Tandis que les États-Unis, à travers un communiqué de Nikki Haley, représentante des États-Unis aux Nations Unies, les États-Unis donc disent travailler avec la communauté internationale pour aider la RDC à respecter ce calendrier et nous sommes prêts à faire en sorte que le président Kabila respecte ses engagements conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre. C'est donc le communiqué de presse de l'ambassadeur Haley rendu public donc par les États-Unis et publié ici par Impact News de Joël Cadet Danga. Voilà. Alors, chers amis, je commence par Freddy. Comment avez-vous accueilli la publication de ce calendrier? Moi, je pense que le calendrier électoral est venu apporter une certaine visibilité au processus électoral. Mais le hic, c'est que ce calendrier n'est pas un calendrier consensuel. La preuve en est qu'il y a des voix qui se sont élevées pour rejeter ces calendriers-là. Il s'agit notamment de membres de l'opposition congolaise qui ne sont pas d'accord avec ces calendriers, qui pensent que ce calendrier est en train de faire les lits de Joseph Kabila pour que Joseph Kabila puisse davantage se pérenniser au pouvoir. Mais il se pose encore un autre problème en rapport avec toujours ces mêmes calendriers. Ce calendrier ici, il est assorti des contraintes.
des contraintes qui se présentent comme étant une espèce d'hydre. Une espèce d'hydre, un serpent à plusieurs têtes qui, à chaque fois qu'on coupe une tête, il y a une autre tête qui renaît aussitôt. Voilà, c'est ça le problème en rapport avec ces calendriers électoraux. Est-ce que ces conditions à satisfaire ne vont pas constituer encore un dilatoire? C'est ça le problème avec ces calendriers électoraux. On parle de contraintes sécuritaires, légales, financières, techniques. Légales, financières. Je pense qu'en fait c'est un refrain. C'est un refrain qu'on a toujours écouté. On nous a toujours dit, voilà, il n'y a pas assez de moyens pour organiser les élections et tout ça. Finalement, on y est. Et on revient encore sur le même chose que nous avons l'habitude d'écouter en rapport. C'est comme si, finalement, nous sommes en train de ronronner. On n'évolue pas du tout en rapport avec la publication de ces calendriers électoraux. Et ce qui est écœurant, d'abord, c'est aussi la réaction de la communauté internationale qui joue un peu à duplicité. Et la communauté internationale, à un certain moment, elle a donné l'impression de soutenir l'opposition en procédant à des sanctions ciblées contre certains membres du régime en place. Et puis, après, l'opposition était dans l'espoir et se disait, bon voilà, elle va nous aider, cette communauté internationale, dans notre lutte, bien dans notre combat contre l'alternance. Et puis, après, il y a cette communauté internationale qui arrive ici, qui dit, voilà, il faut des élections en 2018 à travers Nikki Haley. Il faut dire que la position des États-Unis dans notre pays, même historiquement par là, a toujours été, a toujours pris les pas sur les autres. Et même lorsque vous regardez les Lumumba et les autres, vous allez voir qu'ils par ricochet, il y a eu une main noire des États-Unis derrière. Même les départs de Mobutu, il y avait toujours une main noire. D'autant plus qu'ils sont très impliqués. Et lorsque nous avons cette communauté internationale, à travers Nikki Haley, qui parle de 2018, et nous avons un calendrier électoral qui est publié et qui est en phase avec ce que Nikki Haley avait dit. Et je suis même en train de me poser la question, comment expliquer qu'il y a eu resserrement du calendrier? Exactement. Parce qu'on a parlé de 504 jours. Comment on est parti de 504 jours vers toi? Vous pensez que c'est un problème de volonté aussi politique quelque part là-bas? Donc c'est pose un sérieux problème de volonté politique. Donc il y a moyen encore de faire mieux, de comprimer ce calendrier électoral de telle sorte qu'on puisse organiser les élections, en tout cas compatiblement à l'accord de la Saint-Sylvestre. Merci Freddy. Alors, Joël Cadet, pensez-vous que le passage de Nikki Haley et sa volonté de voir les élections organisées en 2018 a été à la base de ce revirement justement dont parle Freddy Mwamba, le revirement de la CENI? Bon, vous savez, lorsque vous avez des grosses intelligences qui prennent la parole avant vous et que vous vident tout ce que vous aviez à dire, c'est très compliqué, des grosses intelligences, et même la hauteur que vous m'avez amené sur ce plateau, l'aîné Luc, que je respecte, que j'honore. Mais trois faits, toutefois, dans tout ce que le confrère a dit, trois faits retiennent mon attention. Le premier point, vous constaterez que le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille comme si il était dans une terre conquise. Donc ce n'est pas un gouvernement des Congolais. Vous voyez comme des conquérants qui sont en train de coloniser une nation et qui n'ont des comptes à rendre qu'à la communauté internationale. Parce que de tout ce temps, on a parlé. Mwambala dit tantôt que dans ces dernières interventions, on a parlé de 504 jours. Nikki arrive, Nikki exige que les élections, que le calendrier fixe les élections en 2018 et on vous dit les élections seront organisées en 2018. Et on vous présente un calendrier qui répond non aux desiderata de la population congolaise, non aux attentes de la population congolaise, mais aux attentes de la communauté internationale, principalement des États-Unis d'Amérique, qui venaient de donner le ton. Donc un calendrier qui a été publié sous pression. Deuxième observation, vous constaterez que ce calendrier est assorti de contraintes. Et ces contraintes sont celles que le chef de l'État, président de la République, quand vous entendez Nangaou Kalamba parler, vous sentirez comme si c'est le rebif ou le remake du discours du chef de l'État devant les Nations Unies. Le chef de l'État avait dit que la descente vers les élections est irréversible, mais nous refusons tout dictat et toute ingérence extérieure, mais toutefois nous y allons
Mais nous sommes liés par des contraintes. 1. Sécuritaire. 2. Normative. Normative. 3. Financière. 4. Logistique. Or, toutes ces 4 contraintes peuvent être résumées en une seule. La volonté du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de quitter le pouvoir. Donc, le jour où lui décidera, en âme et conscience, avec tous ses caciques, avec tous les faucons qu'il a, l'argent va tomber du ciel. L'argent viendra. L'argent, nous en avons dans ce pays, cher ami. Il faut entendre les rapports qui ont été donnés sur Panama Papers, tout ce qui a été développé, tout ce que nos amis ici ont mis dans les zones offshore, tout ce qu'ils ont mis à l'étranger. Hein? Donc, vous comprenez, l'argent, nous en avons. Les lois, il suffit qu'aujourd'hui, on dise à l'Assemblée nationale, vous avez vu, parce qu'on veut restreindre les mouvements citoyens, on veut restreindre les associations sans but lucratif. Vous avez vu avec quelle célérité la loi portant sur les ASBL est partie avec, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire si aujourd'hui on veut obtenir la loi portant révision, en fait le projet de loi portant révision de la loi électorale, nous en aurons dans le temps voulu. Mais ici, vous avez la Kabylie qui contrôle le Parlement, qui contrôle le gouvernement, qui contrôle la CENI, qui contrôle Enanga, lorsque vous l'entendez parler, ce n'est qu'une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Parce qu'il faut entendre ce que le PPRD dit, tout ce que le communicateur de la majorité, qui n'ont plus du reste rien à communiquer, qui n'ont plus un idéal, une idéologie, une doctrine à communiquer à la population congolaise, mais ils ne sont là qu'à nous raconter ce qui se passe dans la vie des opposants et à réagir, à soutenir la CENI. C'est comme si la CENI, qui a du reste, une grande dame chargée de communication, une grande conseillère, une grande experte en communication, Madame Idjikaï, qui connaît bien la communication, mais lorsque l'AMP, le PPRD parle, c'est comme si la CENI n'avait pas un service de communication pour se défendre. Donc c'est justement pour vous dire que le pouvoir a été confisqué par un coup d'État opéré le 16 décembre 2016 et que ce pouvoir confisqué à la suite de ce coup d'État, le chef de l'État restera au pouvoir aussi longtemps qu'il le voudra jusqu'à l'obtention du référendum. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un mécanisme. Parce que, parlons par exemple de contraintes sécuritaires. Mais il n'est pas interdit aujourd'hui qu'il crée un autre Kamouina Sapou au Bandundu, qu'il crée un autre Kamouina Sapou. Ça, ce sont des procès d'intention. Non, ce ne sont pas des procès d'intention. Chers amis, nous sommes en train de parler des faits que nous avons vécus et nous sommes, en tant que journalistes, nous sommes historiens du présent. C'est ce qui a été fait, c'est tout simplement pour allonger l'organisation des élections. Et vous verrez qu'on ne saura jamais au 23 décembre, je te donne ma main à couper, au 23 décembre 2017, il n'y aura pas ces élections. On va vous sortir d'autres contraintes. Mon frère a parlé d'une bonne expression là, d'un serbat à plusieurs têtes. Luc Mikomo, peut-on dire alors que la RDC et la CENI ont finalement plié, ont baissé la garde face à la pression de la communauté internationale? En tout cas, à mon avis, la CENI n'a pas changé grand-chose. Le calendrier tel que publié par Corneille Nangaa reste dans la logique du calendrier qui avait été conçu, excepté une chose, on a simplement, puisque les 504 jours n'étaient pas justifiables, on a enlevé quelque chose comme 202 jours ou 200 ou 196 jours. On est parti de 504 à 306, 307. Mais le contenu du calendrier est resté tel quel. C'est la raison pour laquelle, au sortir du calendrier, il y a eu de réactions en partant de Kinshasa, mais déjà avant la sortie de ces calendriers-là, dans le Nord Kivu, les gens ont réagi, il y a eu mort d'âme. Dans le Sud Kivu, les gens sont descendus dans les rues, il y a eu mort d'homme. À Kinshasa, il y a une structure qui annonce pour le 12 novembre de descendre dans les rues et de protester. Mais comment l'annonce du calendrier a été accueillie par le plus grand nombre? J'ai suivi même dans votre propre journal.
qu'il y a une bonne part de la société qui ne se retrouve pas dans ce calendrier-là. Comme le disait Cadet tout à l'heure, qui, soit dit en passant, n'est pas une moindre intelligence, que la date du 23 décembre 2018, c'est une date miroir. Ça veut dire que, en cette date-là, les élections telles que attendues par la population n'auront pas lieu. Puisque les contraintes brandies par Corneille Nangaa, 17 au total, ne vont pas toutes être résolues. Et l'argument, d'ailleurs, il a dévancé l'opinion, il a dit, sachez que au cas où l'une ou l'autre contrainte ne serait pas résolue, ça va causer un élastissement du processus électoral. Nous pensons que Corneille Nangaa a épuisé tous les moyens. Vous savez, Jean de La Fontaine nous a appris ceci. Aucun vice n'est beau, mais le plus laid, c'est de mentir. Et il réserve un sort aux menteurs. Et il écrit, menteur, point de pitié pour vous. Vous allez voir que tous ceux qui prennent la nation comme une bande de cons, comme une bande d'imbéciles, vont se dédire comme ils se sont dédits le 19 janvier, c'était 2015. Vous voyez tout noir. Soyez un peu positif, Luc. Je suis très réaliste. Et le réalisme, c'est du positivisme concret. Moi, je pense que... Vous n'êtes pas un peu fataliste aussi? Je ne suis même pas fataliste. Moi j'analyse les faits. Quand on vous dit que je vais vous donner 100 $, mais les 100 $ que je vous donne, vous devez me transporter 1 tonne de bagages par tête. Est-ce qu'on a vraiment la volonté de vous donner ces 100 $? Est-ce que vous saurez transporter 1 tonne de bagages sur tête? Non. Je pense que les Congolais qui nous suivent maintenant savent que ce calendrier-là, comme le disait Cadet et Fidèle, n'est pas rendu public pour le bien des Congolais. Ce calendrier-là est rendu public sur pression. Et d'ailleurs, vous avez suivi, il y a eu des incohérences dans la lecture du texte. 2 fois la candidature des députés. Et il y a aussi eu quelque chose qui a retenu mon attention, Adelin. Nous avons des institutions dans notre pays. Mais il n'y a pas une seule institution qui s'appelle la présidence. Je crois que les confrères sont d'accord avec moi. L'institution, c'est le président de la République. Mais toutes les conditions que doit remplir le président, Nangaa et sa bande ont dit la présidence. La présidence, c'est un système. Mais l'institution, c'est le président de la République. Ainsi donc, le président doit jouer sa partition pour que toutes ces conditionnalités-là assorties sous le label de contrainte puissent être remplies avant la date butoir. Merci, Luc. Sur ce fait-là, on se rendra compte que chacun a joué sa partition. Je vais terminer par là. Mais il y a aussi des contraintes qui doivent revenir à la CENI. Et ça, la CENI ne l'a pas dit. Le fait de respecter son chronogramme en faisant pression, si pression peut y avoir, à nos partenaires, afin que le moyen dont la CENI a besoin soit donné à temps et que la CENI ait l'occasion de remplir ses tâches. Moi, je vais terminer par ceci. Rapidement. La CENI a perdu de vue que du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État avait dit
que désormais, la République démocratique du Congo est un pays debout. Mais un pays debout, ça veut dire quoi? Un pays qui est capable de s'assumer et de défendre coûte que coûte son autonomie. Vous insistez beaucoup sur les contraintes, mais ces contraintes, ne pensez-vous pas qu'elles ont été énumérées justement pour mettre tout le monde devant ses responsabilités, notamment cette communauté internationale qui insiste pour qu'on organise les élections? Mais elle donne combien, cette communauté internationale? Freddy Mwamba. Cette communauté internationale apparemment est engagée à pouvoir appuyer le processus électoral, notamment c'est le calendrier électoral qui, elle a dit qu'elle va travailler en étroite collaboration avec l'ONU et bien sûr la RDC pour qu'on puisse matérialiser ces calendriers électoraux. Mais il y a encore un autre problème, c'est qu'il a ajouté, il a dit que si jamais ce calendrier n'est pas appliqué, il y aura isolement du pays et isolement de ses dirigeants. Vous comprenez? Et donc, ça me surprend. Je commence à me poser cette question sur ce que les États-Unis veulent finalement de notre pays. C'est comme s'ils s'inscrivent dans une logique qu'avait évoqué notamment un des experts à l'université de New York, un expert là de l'université de New York qui a parlé, qui est expérimenté en matière dans le domaine de la République démocratique du Congo, qui a fait savoir qu'à chaque fois qu'ils s'entretient avec les ambassadeurs américains, c'est comme si pour eux, ce qui les préoccupe, c'est pas le départ du président Joseph Kabila. Et ils sont plus préoccupés par l'organisation des élections. Pourvu qu'on en organise en tout cas. Ça peut être amélioré plus tard, mais on organise quand même les élections pour que s'il faut qu'il y ait un autre président, mais que ce président-là puisse accéder au pouvoir par les élections. Donc, on peut même frauder et tout ça là, ce n'est pas un problème, ça ne préoccupe pas les États-Unis. Donc, élections, on organise tout simplement des élections et c'est tout. Ouais, c'est ça même la position, ouais, c'est ça, c'est comme ça que les États-Unis perçoivent les choses en rapport avec l'évolution du processus électoral dans notre pays. Et je suis en train de me demander si jamais, par exemple, le gouvernement faisait fi de ces financements de la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale? Parce que ça a déjà même été fait. En 2011, il y a eu des élections qui ont été organisées ici sans que les États-Unis et les autres appuient le processus électoral, à part ce que la MONUSCO a toujours fait, acheminement du matériel, l'appui logistique apporté par la MONUSCO. Moi, je pense que tous les acteurs politiques congolais doivent plus compter sur leur propre intelligence. Et surtout, la population doit aussi, quelque part, se prendre en charge. Lorsque vous regardez aujourd'hui la démarche de l'opposition, c'est comme si dans la démarche de l'opposition du 31 décembre, ils vont y aller sans l'appui de la communauté internationale. Ils vont y aller sans l'appui. Parce que quand ils disent nous appuyons le calendrier, ça veut dire que lorsqu'on arrive le 31 décembre, s'il peut y avoir des manifestations et tout ça là, ils auront peut-être affaire à des mises en garde de la communauté internationale qui vont dire voilà, il faut éviter qu'il y ait escalade de violence, s'il y a escalade, il y a la CPI qui vous attend, monsieur. Vous voyez? Et donc, ça s'est toujours passé comme ça ici dans notre pays. Je suis en train de déplorer encore une fois de plus, mais et puis je me pose la question de savoir tout ça, c'est parce que l'opposition n'arrive pas aussi quelque part aussi à parler du pouvoir. Non seulement l'opposition, mais nous avons aussi des mouvements citoyens. À un certain moment, nous avions la lucha dans ces pays qui était contre l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais aujourd'hui, on voit subitement la lucha qui commence à organiser des manifestations pour que cet accord de la Saint-Sylvestre-là, qu'ils étaient en train de rejeter, soit respecté cette fois-ci. Donc, ils avaient une autre position. Bon, il faut que Kabila parte les 31. Ça n'a pas marché les 31. Bon, on dit, bon, tant qu'il y a un accord qui a été signé par les opposants et les autres, bon, nous acceptons finalement cet accord, mais que les élections soient organisées au plus tard à la fin de ce mois, au plus tard à la fin du 31 décembre. C'est pourquoi il y a eu des manifestations qui ont été organisées, notamment à Goma et ailleurs. Mais vous sentez qu'il y a une certaine cacophonie de ce point de vue-là. Donc, ils n'arrivent pas à coordonner leurs actions de telle sorte qu'ils puissent en fait arriver à obtenir l'alternance. Dans les coulisses, papa, j'aimerais ajouter quelque chose qui est très important. Dans les coulisses, on parlait avec l'aîné Luc Bucon qui parlait de l'alternative sociale. Est-ce que cette alternative sociale-là
tous les acteurs, pour que ce soit ceux de l'opposition, de la majorité, on souhaite véritablement cette alternative sociale. Nous pensons, nous disons non. C'est comme s'ils ne souhaitent pas. Parce que aussi du côté de l'opposition, hier, il devait y avoir une communication avec l'opposition. Ouais, on va en venir. La communication. Je vais regarder dans votre journal. Il y a des aspérités qu'il faut dissiper. Dans votre journal, Joël Cadet, vous avez repris le communiqué de presse de l'ambassadeur Allais. Et quelle perception avez-vous justement du rôle de la communauté internationale pour l'organisation des élections, notamment des États-Unis? Non, mon frère, je voudrais d'abord revenir sur ma thèse de dire que nous avons une sorte d'occupant à la tête de notre pays. Notre gouvernement, l'attitude qu'il présente, c'est une attitude des dirigeants qui sont des conquérants, qui sont sur une terre conquise, qui sont comme si nous serions dans une sorte d'occupation et qui ne plaisent qu'à la communauté internationale. Voilà l'attitude que le gouvernement congolais adopte lorsque les pressions viennent de la population congolaise. On sort les chars, on sort les canons, on sort de l'eau chaude, on sort de gaz lacrymogène. Vous avez vu ce qui a été fait à M. Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Vous avez vu ce qui a été fait à Goma. Vous avez vu ce qui a été fait à Bukavu. Et cette nuit, la nuit passée, ce qui a été fait à Machu Picchu, à Lubumbashi. C'est-à-dire, vis-à-vis de la population congolaise, c'est comme si on est venu faire la guerre à la population, tuer la population congolaise, et vous sentez une insensibilité. Et dans l'institution président de la République, on ne présente même pas les condoléances aux familles éplorées, on ne compatit même pas aux militaires qui tombent sous les coups de balles sur le champ de bataille. Pas de bataille c'est trop dire. Envers les autres nations. Parce que, écoutez, chers confrères, nous sommes la seule nation au monde aujourd'hui, au 21e siècle, qui fait la guerre à l'intérieur de ses propres frontières. Nous sommes la seule nation au monde aujourd'hui où nous avons plus de 3 millions de Congolais. L'existence, S'il vous plaît, je voudrais décrire pour que vous compreniez l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la communauté nationale pour répondre bien sûr. Les groupes armés. Non, ce ne sont pas les groupes armés. Ça, c'est l'armée congolaise qui s'attaque contre sa propre population. Donc, je disais que nous sommes dans une nation où vous avez 3 millions de réfugiés sur leur propre sol. Ils ne sont pas à l'étranger. Vous avez 7 millions de Congolais qui sont affamés, qui ne mangent pas à leur propre faim. Ce sont les statistiques de OCHA. Vous pouvez les consulter. Donc, vous avez 700 000 enfants qui peuvent mourir d'ici la fin du mois, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture. Voulez-vous en venir? Ça veut dire ceci, que vous avez un gouvernement occupant qui vient pour martyriser, qui vient pour asphyxier la population congolaise, mais lorsqu'il y a des pressions à l'extérieur, on se soulève. Or, l'extérieur, là, en relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Lorsque les États-Unis d'Amérique viennent chez nous pour exiger les élections en 2018, même par rapport à ces communiqués, il faut retenir que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui sont gérés par un homme d'État. C'est par un homme d'affaires. C'est par un homme qui a postulé tout simplement par aventure. Et il a gagné parce qu'il a su tenir un discours populiste, un discours des Américains. Mais c'est un homme d'affaires à qui on peut promettre tout simplement des contrats miniers, des concessions minières, des concessions pétrolières que la RDC a. Lorsque vous avez un gouvernement qui paraît un gouvernement occupant, donc ils peuvent céder, ils peuvent brader tous les patrimoines. Vous avez entendu ce qui se passe avec la Gécamine, avec les 7 milliards de dollars. Donc 750 millions de dollars. Donc vous avez un gouvernement qui ne pense même pas au quotidien de sa population. C'est-à-dire un gouvernement insensible, c'est-à-dire pour que Kabila reste au pouvoir, s'il faut donner toute la concession des Kamoto, on peut tout sacrifier. S'il faut... Non, s'il vous plaît, il n'y a pas de procès d'intention. Nous parlons des faits, chers amis. Nous parlons des faits et ces faits sont vérifiables. Moi, je ne peux pas fabriquer des faits ici, je ne peux pas intenter un procès à n'importe qui. Mais ce sont des gens capables. Vous avez appris ce qu'ils ont fait à Macron. Et les lobbies, même Lambert Mendela reconnu par sa lettre, les lobbies qui ont été menés aux États-Unis d'Amérique avec l'argent du contribuable congolais, mais ce sont des millions de dollars américains du contribuable congolais, tout le monde le sait, mais ça ce sont des faits. C'est-à-dire ils sont allés là-bas pour mener le lobby et les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, si vous voyez l'influence des diplomates et consorts, ce sont ces lobbies-là. Et le régime Kabila a compris qu'il fallait mener la guerre, non pas ici l'influence, les pressions à l'interne, mais il fallait mener le lobby à l'extérieur du pays. Mais les Congolais, on peut les tuer, on peut les écraser et vous verrez. La Lucha a dit que les gens sortent le 12. Vous allez voir qu'au
comment on va dépenser de l'argent en termes de carburant, en termes de gaz lacrymogène. Et vous avez vu toutes les armes qui ont été achetées en Ukraine, toutes les armes qui ont été achetées en Chine. Il faut bien assurer l'ordre public. Non, mais pas l'ordre public pour tuer les Congolais, chers confrères. Je voudrais que nous puissions, nous, au moins journalistes, nous gardions encore notre âme. Si nos autorités, dès que vous passez d'un homme simple pour devenir ministre, on vous enlève les corps de chair pour vous remplacer par sol de pierre, je souhaite qu'Adelin, je souhaite que Mouamba, je souhaite que mon aîné Luc ici, que nous gardions quand même un peu cette âme. C'est cette âme que les Congolais attendent. Tout simplement cette sensibilité. Qu'on dise que nous avons une armée qui ne fait pas la guerre à l'extérieur, qui ne peut pas mener les démarches pour que nous gardions notre position de leadership dans la région de Grand Lac. Nous sommes entourés de 9 frontières. Que nous puissions aménager une politique géostratégique pour que nous contrôlions la région comme du temps de Mobutu. Mais aujourd'hui, notre armée, l'unique mission qu'elle a reçue, et vous verrez même la police, tous les commissaires provinciaux, tous le commissaire général de la police, ce sont des patassins, ce sont des militaires, ce sont des gens qui ont appris. Tout ce qu'ils ont appris, ce n'est pas l'ordre public, ce n'est pas la sécurité. Tout ce qu'ils ont appris, c'est à tuer. Mais lorsqu'un régime nomme à la tête de tous les commissariats provinciaux et généraux les militaires, les fantassins, quel est le message qu'on donne à la population? Vous sortez, on vous tue. Mais vis-à-vis... Nous sommes un pays qui sort encore d'une période de guerre. Non, on ne sort pas d'une période de la guerre. La guerre est terminée il y a très longtemps. Non, il ne faudrait pas comprendre les petits soubresauts que le régime de Kinshasa mène lui-même à partir de Kinshasa ici pour tuer les gens à Béni. Vous avez entendu le rapport. Ce sont des généraux des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont à la tête de tous ces groupes armés, tout simplement parce que vous avez appris, Abbas, c'est un ancien colonel de l'armée de nos frères Nyamulenge. C'est un colonel de l'armée, mais qui n'a jamais été démilitarisé. Comment un civil peut détenir par-dessus lui plus de 40 militaires, un arsenal militaire, un armement, et il peut facilement tuer, il peut facilement tirer même sur la résidence du gouverneur, mais il n'y a pas de suite. Et l'institution, président de la République, reste bouche bée. Le Premier ministre, reste bouche bée. Le ministre de la Défense, reste bouche bée. Ministre des Affaires des Droits Humains, reste bouche bée. Ministre de la Justice, reste bouche bée. Des insensibles. Et ce sont des hommes encore. Luc, mais comment vous avez la parole? En fait, ce que Kade vient de dire, c'est ce qu'on dit, les politiciens doivent passer des hommes à l'humain ou aux humains. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des cœurs véritablement humains. Et le premier réflexe d'un politicien, c'est le regard. C'est le regard compatissant. Un peu comme il a cité un passage biblique, c'est comme on dit les évêques sous Mobutu, j'ai vu la misère de mon peuple et je suis venu à son aide, à son secours. Ça n'existe pas chez nous. Et l'on doit aussi savoir que sociologiquement, en politique, tout part du peuple et tout revient au peuple. Et ça ne s'est jamais fait ici chez nous. Donc, nous avons une classe politique des jouisseurs, des gens qui viennent pour, comme disait Jean-François Bayard, pour la politique du ventre. Ils viennent pour se servir. Même ceux que on comptait parmi les plus farouches d'opposants hier, qui sont au gouvernement, passés au gouvernement, on ne les reconnaît plus. Ils sont devenus pires que ceux qui étaient là. X, on lui demande de se retirer du gouvernement parce que ce pourquoi il a été envoyé au gouvernement n'est pas possible. Il dit non, non, non. Je refuse. Je refuse, je préfère quitter le parti, je sers, disait-il, le pays et je me mets à la disposition du chef de l'État. Est-ce que on a une idéologie politique? Est-ce que on a une ligne maîtresse qui guide notre action politique? Est-ce que on a une finalité politique? Ainsi donc, je crois que nous allons en parler. C'est ce que nous avons vécu hier avec la
conférence de presse convoquée par l'opposition, on arrive, on a fixé l'heure 10 heures. D'autres journalistes, comme moi, j'étais arrivé à 9h45. Luc est toujours ponctuel. Nous avons attendu 10 heures. Rien. 11 heures. Rien. 11h30. Rien. 11h48, 49, Augustin Kabouya de l'UDPS débarque. Nous ne pouvons plus tenir le point de presse parce que nous devons encore harmoniser. Écoutez, on est dans quel pays là? De qui on se moque? Des journalistes? Ça dit qu'en fixant l'heure 10 heures, vous n'aviez pas harmonisé et que vous devriez harmoniser le même jour. C'est pourquoi je vous dis, et je disais tout à l'heure à mon jeune confrère fidèle, que attention, Freddy, que les Congolais ne doivent pas se tromper. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition risquent d'être pires une fois au pouvoir. Ainsi donc, je le dis et je le répète, le fait qu'il y ait alternance ne veut pas dire qu'il y aura une alternative sociale. Le fait que l'opposition d'aujourd'hui puisse passer au pouvoir demain, ce n'est pas comme disent les Chinois dans leur philosophie traditionnelle que l'on va passer du yin au yang. Le yin étant le pôle négatif des choses, le yang étant le pôle positif des choses. Le vrai engagement et la vraie solution, c'est la prise en main, comme disait Feu Laurent Désiré Kabila, du destin du Congo par ses propres fils. Et aujourd'hui, Adelin, je me dis, que se passe-t-il, mon Dieu? Est-ce le Congo est victime de son histoire, ou est-ce que l'histoire du Congo est victime de l'agir collectif des Congolais et des autres dans le temps et dans l'espace? J'ai comme l'impression que entre ces deux hypothèses, il y a un problème que nous n'avons pas su résoudre. C'est pourquoi, comme disaient les confrères, je crois, Cadet disait, nous sommes en train de tourner autour du pot. Le confrère disait, nous sommes en train de ronronner, c'est-à-dire on pousse des cris sans rien dire. En principe, la solution du Congo doit résulter de l'engagement collectif, mais surtout de la population, parce que les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, nous les avons déjà observés et nous avons déjà vu jusqu'où ils sont capables de nous amener. Et généralement, ils nous amènent là où nous ne voulons pas être conduits. Donc, notre sort ne peut pas dépendre uniquement des politiciens qui nous chantent aujourd'hui Debout Congolais, demain ils vont nous chanter Djalelo. Alors Freddy Mwamba, comment expliquez-vous ce cafouillage qu'il y a eu au sein de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas le fait que cette opposition justement soit plurielle? Oui, c'est ça la difficulté justement. J'aimerais d'abord revenir sur les lobbies évoqués par Joël Cadet. Et donc moi aussi je suis en tout cas contre ces lobbies-là. Pourquoi? Parce qu'il se pose un problème. Lorsque vous allez procéder à vous allez solliciter tous ces lobbies-là pour essayer de faire influencer de la politique dans votre pays. Il y a une vacuité financière qui est créée par ces lobbies-là. Mais comment suppléer à cette vacuité financière? C'est ça le problème. Si c'est du côté du pouvoir, c'est en tout cas la population qui va en faire les frais. C'est le contribuable congolais qui va en faire le frais. Si c'est du côté de l'opposition, il va se poser alors là, à ce moment-là, la question de comment compenser maintenant. Comment compenser? On va compenser comment? Au moment où on va chercher à compenser, ceux qui ont dépassé de l'argent vont chercher à récupérer cet argent et dans le même temps, la population est pratiquement renvoyée au calendrier grec, renvoyée à la 5e roue. On ne va plus s'occuper de cette population et
il y aura toujours des grognes qui vont continuer. C'est ça même justement la difficulté à ce qui concerne les lobbies. Parlons alors de l'opposition congolaise. Vous constatez vous-même qu'il y a, visiblement, c'est comme s'il y a des aspérités. Comment expliquer que vous organisez une conférence de presse sans définir au préalable la substance? L'aîné venait de le dire. Donc, si vous organisez une conférence de presse, ça veut dire que vous avez déjà harmonisé. Et je vais vous donner encore un autre exemple. C'est celui des propos, des postures affichées par le MFC à travers Fidel Babala qui est intervenu sur une chaîne de la place pour contredire la transition sans Joseph Kabila. Donc, vous comprenez? Et ils ont un autre entendement de la transition. D'abord, d'après eux, ils disent que nous ne sommes même pas en transition. Il n'y a pas de transition c'est parce que la transition n'est pas écrite dans la Constitution. Comme il n'y a pas de transition dans la Constitution, donc ça veut dire que c'est une aberration que de dire que nous sommes en transition. Le concept est même mal utilisé. Il faut utiliser peut-être un autre concept, peut-être. Et ils insistent plus sur la violation de la Constitution, comme le président de la République n'a pas respecté son deuxième mandat, il est allé au-delà de son deuxième mandat, c'est qu'il y a eu une violation de la Constitution et ça tient plus au respect de la Constitution. Vous voyez déjà avec ça, et pourtant il y a peu le président du MFC a appelé à un front commun. Des forces politiques et sociales, vous comprenez? Est-ce que ça sera possible dans un contexte où il y a déjà de points de vue divergents? C'est ça. Et puis la preuve, c'est même la manifestation qui a été organisée dernièrement. Moi, je pense qu'ils doivent se remettre en question et faire, parce que nous avons des élections à un tour. C'est des élections à un tour. Ça veut dire quoi? S'ils ne se mettent pas déjà d'accord en amont, en tout cas, ça sera fini pour eux. Et ils vont donner du grand à moudre à ceux qui ont l'habitude de dire les oppositions sont dispersées. C'est à cause de la dispersion des oppositions que la majorité a gagné les élections. Joël Cadet, voilà. On a l'impression que l'opposition a été surprise par la publication de ce calendrier? Non, vous savez, la stratégie du régime que je considère comme occupant a été d'asphyxier la population, de le rendre affamé, de mettre chaque opérateur politique, chaque journaliste, chaque opérateur économique dans une position telle que pour le ventre on peut mourir. À tel point que cette asphyxie, c'est une sorte, comme je l'ai toujours dit sur votre plateau ici, ce qui s'est passé dans la Bible avec Daniel, avec Abednego, Meshach, lorsque Nabucodonosor a élevé une statue et a obligé que tout le monde s'incline devant cette statue. Et quiconque refuserait de s'incliner devant la statue, on devrait le jeter dans la fournaise au feu. Et c'est ce que l'occupant a fait. À tel point que vous trouvez quelqu'un de très lucide comme José Makila. Vous trouvez quelqu'un de très intelligent comme celui qui est au Pétentique. Vous trouvez... Jean-Lucien Boussal. Oui, Jean-Lucien Boussal. Vous trouvez un peu des hommes aussi intelligents, des hommes aussi, des véritables serviteurs de Dieu. Mais tellement on les a asphyxiés, tellement on les a affamés, quand ils traversent leurs femmes, leurs enfants, leur dit papa, koti kate, ataba lobi koti kate. C'est comme si koti kate Congo passe. Donc vous voyez un peu là où l'occupant a amené la population congolaise. Mais là, il faudrait reconnaître une chose, j'ai toujours dit. La RDC n'a jamais connu une relève. On n'a jamais préparé la relève. Qu'il s'agisse du roi Léopold II, qu'il s'agisse de la colonie belge, qu'il s'agisse de Kasavubu, qu'il s'agisse de Mobutu, qu'il s'agisse de M. Laurent Désiré Kabila. Tous ces gens n'ont jamais eu d'adjoint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup comme celui du fait de Dieu qui a délivré ce pays. Et ils sont partis sur les pointes des pieds. Les Belges n'avaient pas préparé la relève dans ce pays. C'est là que j'en appelle au président de la République, Joseph Kabila Kabange, qu'il comprenne, tout le monde peut lui dire tout. Ce pays appartient à Dieu. Ce pays n'appartiendra plus jamais à un individu. Aucun dictateur ne régnera plus sur ce pays. Sinon, il va pourrir des côtes et on le verra vivant pourrir. C'est ce que nous disons. Ce pays est à Dieu. Et Dieu a vu la souffrance. Mon aîné l'a dit. Dieu a déjà vu la souffrance du peuple congolais. Et Dieu n'attend que maintenant que Joseph Kabila, que tous ses dirigeants, que tous les premiers ministres, que ces gens deviennent hommes. Il y a même un musicien profane qui a dit Talasima Zonga Moutou. S'ils ne peuvent pas comprendre tous les messages que Dieu leur transmet par tous les moyens, ils vont périr.
et leurs enfants vont périr. Nous les verrons et nous chanterons la gloire à l'Éternel qui nous aura délivrés. Merci Joël Cadet. Luc Mikomo. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel nous n'attirons pas souvent notre attention. Ce sont les souffrances de Corneille Nangaa. Moi je pense, Adelin, que Corneille Nangaa souffre. Mais peu Lui, démissionner. en tant qu'homme, il souffre, mais il n'a pas suffisamment de courage parce qu'il est en train de subir ce que Victor Cousin a développé dans sa théorie de l'anéantissement. C'est ce que Joël Cadet disait tout à l'heure, la chosification de Congolais. Mais Nangaa, puisque ayant épuisé toutes les stratagèmes et que les populations congolaises, l'ayant compris, ayant su par où il veut nous conduire, il ne lui reste qu'une seule alternative. L'alternative, c'est que, ou de l'intérieur, ici même à Kinshasa, il peut aller à Kisangani, il peut aller au Katanga, il peut aller dans le Bandundu, le Kwilu, il peut aller dans n'importe quel coin du parti, du moins sur le territoire national. De là, il jette l'éponge. Il dit, peuple congolais, la tâche que vous m'avez donnée, elle est lourde, je n'en peux plus, je vous rends votre tâche, moi, je Ça risque passe. de retarder encore le processus, Luc. Mieux vaut, Et garder encore Joseph Kabila au pouvoir. mieux vaut cela plutôt que de faire quelque chose qui n'est pas en conformité avec sa perception intérieure de la chose à faire. Ça, c'était la première alternative. La deuxième, Nangaa a l'habitude d'aller à l'étranger. Nangaa peut prendre, comme dit Cadet tout à l'heure, femmes et enfants. Il va avec eux aux États-Unis d'Amérique. Il explique aux Américains que vous nous demandez d'organiser les élections, mais les réalités que je rencontre sur le plan intérieur ne me permettent pas de les organiser selon les normes démocratiques. Ainsi donc, à partir d'ici, rassurez-moi que vous allez garantir ma sécurité et je démissionne à partir des États-Unis. Et là, il Nangaa devient exilé. démissionne, il devient exilé, mais il aura servi à quelque chose. On aura vu que il a eu la bonne volonté, mais Manifestement, Nangaa est un nationaliste et il reste dans son pays pour conduire vous savez, le vrai nationalisme consiste à rendre service que la nation perçue comme l'ensemble de la population accepte. Mais si vous dites être nationaliste, vous posez les actes, ceux pour qui vous les posez ne les acceptent pas, c'est que vous êtes un faux nationaliste. Merci, nous allons terminer en parlant un peu de nous. Vous savez que nous faisons un métier noble, mais nous sommes très exposés et il nous arrive souvent d'avoir maille à partir avec les autorités et c'est notamment le cas de notre confrère Daniel Safou, éditeur du journal Point Saillant, qui a été frappé d'embargo par le CESAC et il doit aujourd'hui introduire son recours et tous les confrères sont invités donc à aller le soutenir au CESAC. Et par rapport à cette situation, l'Impact News de Joël Cadet a même consacré un article. Mais par rapport à ça, qu'avez-vous à dire, Freddy Mwamba? Oui, j'ai voulu aussi ajouter qui c'est Pius Romain là qui a eu aussi des problèmes avec son patron qui a été chassé pour avoir écrit un article. Il a été mis à la porte et tout ça. Donc moi je pense que c'est n'est pas une bonne chose parce que la liberté d'expression ça fait partie des éléments qui sont liés de façon intrinsèque à la construction d'un État démocratique, qu'on laisse les gens s'exprimer mais dans la mesure.
dans la mesure, il ne faut pas qu'il y ait des diffamations, des imputations dommageables. Mais le problème qui se pose avec les CESAC et les autres, c'est que c'est comme si ces institutions-là sont un peu, je dirais, phagocytées par le pouvoir. Et tout ça, c'est l'impression que nous avons. Parce qu'à chaque fois qu'on suspend un journaliste soit par les CESAC, vous voyez, derrière, il y a toujours un acteur politique là, influent qui a joué, qui a utilisé son influence pour qu'on puisse, c'est pas moi, suspendre, sanctionner tel ou tel autre journaliste. Je pense qu'il faut qu'il y ait, que ceux qui sont à la tête du CESAC fassent des efforts dans ce sens-là. Prendre des mesures dans le sens de ne pas concourir au rétrécissement de l'espace d'expression, qu'on laisse les gens s'exprimer et que les journalistes aussi prennent conscience à la mesure de leurs responsabilités lorsqu'ils veulent passer dans les médias. On ne se comporte pas comme des politiciens, on n'est pas des politiciens à la fin, hein, in fine, nous sommes des journalistes. On change de métier aussi. Je commence par la chute de mon confrère. Il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord du style de notre confrère Daniel Safou, qui est sujet à discussion bien sûr, à l'interne. Mais à l'externe, j'ai analysé cette décision sur le plan de la forme. Le CESAC a pour champ d'action les organes de presse. Ce ne sont pas les professionnels des médias. Et les missions du CESAC sont établies dans son exposé des motifs, où on dit qu'il est établi pour veiller sur la liberté de presse, le respect d'éthique de la déontologie, et le champ d'action, c'est sur les organes de presse. Donc il n'y a pas un seul article de la loi 011/010 du 11 janvier 2011 qui donne mandat au CESAC de frapper d'embargo un individu. C'est dans le barème disciplinaire. Oui, dans le barème disciplinaire du CESAC, ça n'existe nulle part. Et même en ce qui concerne la saisine du CESAC, c'est régi par les articles 56 de la même loi portant attribution, fonctionnement et organisation du CESAC jusqu'à 62. Vous ne trouverez pas nulle part où on dit que le CESAC, donc la plainte est portée à charge d'un organe de presse dans lequel le délit de presse a été commis par le professionnel des médias. Alors, lorsque le CESAC constate, l'article 74, que le fait pour lequel le média est suivi sont constitutifs de faits infractionnels, alors dans ce cas-là, le CESAC saisit les instances judiciaires. Et c'est là que nos confrères ne travaillent pas. Parce qu'en principe, aujourd'hui, on ne peut plus arrêter un journaliste. C'est une loi particulière. Et la loi particulière déroge à la loi générale, disent les juristes. Donc en principe, même pour arrêter un journaliste aujourd'hui devant les cours et tribunaux, on a absolument besoin de l'avis du CESAC. Mais tous nos confrères, parce que la grande majorité des membres de la plénière sont journalistes professionnels, des exemplarités que nous avons constatées dans cette ville. Mais ils ne se sont jamais battus pour l'applicabilité de cet article qui donne aux journalistes les privilèges de poursuite comme les avocats. On ne peut pas poursuivre un avocat aujourd'hui sans l'autorisation de son bâtonnier avec l'accord du procureur général du ressort. Également, les journalistes ne peuvent plus être arrêtés. Mais nos amis n'ont jamais travaillé pour ça. Et pourtant également, entre autres, les missions du CESAC, c'est veiller à l'accès égal des partis politiques et des associations de la société civile aux médias officiels. Ce qui n'a jamais été le cas aujourd'hui. La RTNC, c'est pratiquement une propriété privée de la majorité présidentielle du PPRD. Donc c'est justement pour inviter nos confrères qui sont très responsables. Moi je connais, ce sont mes maîtres, quelqu'un comme Tiefolo, comme Tito Ndombi. Moi ce sont mes maîtres. Hein, moi je les ai vus et je suis fier d'eux. Mais je crois qu'au-delà des pressions qu'ils peuvent recevoir d'ailleurs, parce que Mme Minembo devait porter sa plainte contre CCTV ou contre le magazine Kiosque. Et non à charge de Daniel Safou. Si Daniel Safou devrait être jugé, c'est par ses pairs au niveau de la commission de discipline d'éthique professionnelle, tribunal de paix. Merci. Et c'est un peu excès de pouvoir. C'est une analyse objective. En fait, moi je n'entre pas directement dans l'affaire Safou. Joël a tout dit.
Mais GED a publié récemment un rapport sur les atteintes à la liberté de la presse. GED en a relevé 121. Je crains que le prochain rapport, l'on puisse aller au-delà de 121. Pourquoi? Parce que GED n'est pas un tribunal. GED relève simplement les cas d'atteinte à la liberté d'expression. Et il fait porter ces cas aux yeux de tous ceux qui ont en charge la défense de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, la défense des valeurs démocratiques. Mais nous constatons que dans notre pays, bien que dans un premier temps quelques efforts aient été conjugués pour concrétiser la liberté de l'expression, mais nous sommes en train de tomber. Nous sommes en train de tomber très bas, et c'est un appel que je lance à tous ceux qui ont quelque autorité pour défendre la liberté d'expression, de prendre la question à bras-le-corps et de faire en sorte que notre pays, qui a été élu récemment membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, puisse faire un effort de montrer un visage d'un pays respectueux des droits de l'homme, d'un pays respectueux des acteurs qui usent de leur liberté d'expression pour que finalement notre pays, qu'on dit aller vers l'émergence en 2030, puisse déjà commencer les décollages maintenant. Sinon, nous allons nous contenter des discours creux avec effet zéro. Merci Luc Mikomo. Je t'emboîte le pas pour exprimer toute notre solidarité à l'endroit de nos confrères en difficulté, c'est-à-dire Daniel Safou, éditeur du Point Saillant, et Pius Romain Roland, que vous connaissez, qui intervient souvent sur cette tribune. Pius Romain Roland, rédacteur en chef adjoint au journal L'Avenir, qui a donc des problèmes avec son employeur. Au nom de toute l'équipe, au nom de toute la réalisation, nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir. Mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola ye nde nzambe atinda aza kusufrire lobi bukukimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya